Vous informer, c'est notre devoir. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici les grands titres. Après avoir été annulé par les conseils d'État, c'est finalement le 7 juin 2024 que l'élection du gouverneur et son adjoint sera organisée au Congo central. C'est ce que l'on peut retenir du communiqué rendu public le mercredi 29 mai dans la soirée par la CENI. La centrale électorale invite les députés provinciaux, les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs à s'y préparer pour une compétition électorale apaisée, transparente, juste et crédible. Pour la toute première plénière conduite par Vital Kamerhe, l'Assemblée nationale a décidé le mercredi 29 mai de la mise en place d'une commission devant statuer sur les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation, sollicitant l'ouverture d'une instruction contre Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances et député national, ainsi que François Roubota, ancien ministre du Développement rural, cité dans le dossier de surfacturation et lampadaires et forages. Après une journée de vote pour les législatives à haut risque pour l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud, le dépouillement a commencé mercredi soir dans la majorité du pays. La commission électorale s'attend à une participation bien supérieure à celle des dernières législatives en 2019, qui était de 66%. Le résultat définitif ne sont pas attendus avant le week-end. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Nous l'avions annoncé dès l'entame. La Commission électorale nationale indépendante a fixé le chronogramme du scrutin de gouverneurs et vice-gouverneurs au 7 juin prochain dans la province du Congo central. C'est ce que l'on peut retenir du communiqué rendu public le mercredi 29 mai et dans la soirée. La centrale électorale invite les députés provinciaux, les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs à s'y préparer pour une compétition électorale apaisée, transparente, juste et crédible. Regardez. Les provinciaux du Congo central s'iront devant les urnes début juin pour élire le gouverneur de province et son adjoint. Après avoir été annulé par l'arrêt du Conseil d'État, c'est finalement le 7 juin 2024 que l'élection du gouverneur et son adjoint sera organisée au Congo central. Les chronogrammes publiés par la Commission électorale nationale indépendante prévoient le début de la campagne électorale du 3 au 5 juin, soit 3 jours accordés aux candidats gouverneurs pour convaincre les députés provinciaux. Les résultats de cette élection seront annoncés le même jour. Suivra la publication des résultats provisoires et la fixation du reste du chronogramme, notamment la période du contentieux et la proclamation des résultats définitifs. L'élection du gouverneur du Congo central a été annulée lundi 20 mai 2024 par le Conseil d'État suite à l'appel du candidat malheureux et gouverneur en fonction Ogi Bandundu Nguidi, battu par son adjoint Grace Bilolo. À la base, une vidéo devenue virale montrant les députés provinciaux effectuant une transaction financière dans l'isoloir. La cour d'appel de Matadi avait avalisé les résultats de ces élections. Le camp Bandou a fait appel de cette décision devant le Conseil d'État. Changeant de cap à présent, après un long suspense, le gouvernement souminois est déjà connu depuis le mercredi 29 mai. Place maintenant à la prochaine étape qui consistera à l'investiture du dit gouvernement après l'approbation de son programme d'action par l'Assemblée nationale. Regardez. 24 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres... C'est depuis les premières heures du mercredi 29 mai 2024 que le gouvernement souminois est connu après plusieurs mois de longue attente. Il ne reste que son investiture à l'Assemblée nationale. De son côté, la Chambre basse du Parlement est déjà prête pour cet exercice. Lors de la plénière tenue le mercredi 29 mai 2024, le président de la dite Chambre, Vital Kamerhe, a détaillé le calendrier des activités pour la session de mars, qui va s'éclôturer le 15 juin prochain et dans ces calendriers figure à l'ordre du jour l'investiture du nouveau gouvernement de la République.
Conformément aux prescrits de l'article 115 de la Constitution, nous sommes entrés en plein droit dans la première session ordinaire de l'année 2024 qui s'achève le 15 juin prochain. Pour les temps qui nous restent avant la clôture de cette session, votre bureau a élaboré un calendrier d'activités qui prévoit les matières ci-après. 1. La mise en place des groupes parlementaires des commissions permanentes et de la commission des sages. 2. L'examen et adoption du projet de budget de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2025. 3. L'examen et approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture. Et enfin 4. L'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'instruction, a confié Vital Kamerhe lors de sa communication. Désormais, c'est le compte à rebours qui commence pour la première ministre Judith Suminwa Tuluka et toute son équipe. Au regard des enjeux du moment au pays et face au retard qu'après la publication du gouvernement, Judith Suminwa doit prendre en compte cette échéance pour accélérer les choses et aller présenter son programme devant la représentation nationale en vue de son approbation avant de débuter officiellement le travail. Cet exercice auquel elle devra se soumettre avant l'entrée en fonction de son gouvernement est conforme aux dispositions de l'article 90 de la Constitution de la République. Le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa est composé de 54 membres. Il y a notamment 30 nouvelles figures, 15 ministres du précédent gouvernement reconduits à leur poste et 9 autres reconduits mais à d'autres portefeuilles de l'État. Ce gouvernement est très attendu face aux multiples défis que traverse le pays actuellement. Toujours dans le même chapitre, dans la bataille contre l'agression rwandaise et la rébellion du M23, Félix Tshisekedi mentionne souvent plusieurs fronts. Plusieurs responsables de ces divers fronts ont récemment été remplacés dans l'équipe Suminwa. Avec son nouveau gouvernement, le chef de l'État congolais a apporté des changements qui visent à renforcer la réponse du gouvernement face aux défis sécuritaires, diplomatiques, juridiques et médiatique posée par le M23 soutenu par Kigali. Viningali Junior nous fait le point. Messieurs Jean-Pierre Bemba Gombo. Sur les fronts militaires, Jean-Pierre Bemba, dont l'arrivée à la tête du ministère de la Défense avait suscité de grandes attentes, est désormais chargé du ministère des Transports tout en conservant son rang de vice-premier ministre. Ancien rebelle et ex-vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba était perçu comme celui qui allait renforcer les systèmes de sécurité. Le ministère de la Défense est maintenant confié à Guy Kabongo Mwadianvita, ancien directeur général du journal officiel et proche du président de la République. Concernant la sécurité intérieure, Jacquemin Chabani, un autre proche de Félix Tshisekedi, prend la tête du ministère de l'Intérieur avec les rangs des vice-premiers ministres remplaçant Peter Kazadi. Sur les fronts diplomatiques, Christophe Lutundula, qui s'était efforcé de faire reconnaître l'agression rwandaise par la communauté internationale et d'obtenir des sanctions contre le dirigeant du M23 et certains responsables rwandais, quitte le gouvernement. Il est remplacé par Thérèse Kayikwamba, ancien des Havard et ex-fonctionnaire des Nations Unies. Sur les fronts juridiques, Rose Mutombo, ministre de la Justice, qui avait déposé une plainte à la Cour pénale internationale contre les dirigeants du M23, soutenu par Kigali en mai 2023, est remplacé par Constant Mutamba, une surprise que très peu d'analystes avaient anticipée. Sur les fronts économico-financiers, Nicolas Kazadi a été écarté. Sur les fronts médiatiques, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, est maintenu à son poste, continuant de piloter la stratégie médiatique du gouvernement. Il faut aussi noter l'arrivée de Daniel Mukoko Samba, une figure bien connue de la politique congolaise et ancien vice-premier ministre du budget sous Joseph Kabila, rejoint également ces cercles en tant que vice-premier ministre et ministre de l'économie. Et pour boucler ces chapitres, les membres du gouvernement Suminwa sont déjà connus. L'heure est à leur investiture à l'Assemblée nationale. Dr Marie-Thérèse Safi Sombo, qui doit chapeauter le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, doit initier plusieurs réformes dans son secteur. Le professeur Mathieu Kalele explique ici la situation de l'université de Kinshasa. Il répondait aux questions de Yvon Tchibang.
Nommé ministre de l'enseignement supérieur et universitaire issu au sein du gouvernement souminois, le docteur Marie-Thérèse Safi sera face à plusieurs défis et réalités pendant son mandat, notamment dans les systèmes LMD qui, à en croire le professeur émérite Mathieu Kalele, crée des désordres dans les différentes facultés à l'université de Kinshasa. Moi, je ne sais même pas ce que ça signifie et comment ça fonctionne. Oui, j'ai demandé aujourd'hui au chef de mon département et à ses collaborateurs, qu'est-ce que vous pensez du système LM2 et vous en êtes où? Aujourd'hui, pratiquement, chaque promotion a son année académique. On ne sait pas quand l'année a commencé, quand elle va se terminer. Pendant que je posais la question, j'ai vu un des responsables académiques facultaires venir poser la même question à mon chef de département. C'est un système, on a peut-être cru qu'on améliorait, mais ça a créé du désordre. Je constate simplement que ça a créé plus de désordre qu'il n'en fallait. Les années risquent d'être encore plus élastiques qu'avant. La colline inspirée connaît d'autres difficultés, dont les manques d'eau et d'électricité pendant plusieurs jours déjà. Une autre situation qui rend difficile le travail sur le site universitaire. Vous êtes au campus ici, ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas de courant, qu'ils n'ont pas d'eau. Les professeurs ne sont pas payés, les étudiants n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'eau. Cette situation-là ne met pas les gens à l'aise. Docteur Marie-Thérèse Safi est donc appelée à faire des réformes dans le secteur pour la réussite de son mandat. Au Parlement, l'Assemblée nationale a décidé le mercredi 29 mai d'instituer une commission qui va statuer sur la réquisition du procureur général près la Cour de cassation sollicitant l'ouverture d'une instruction contre Nicolas Kazadi, ancien ministre de Finances, et François Roubota, ancien ministre du Développement rural, tous deux devenus députés nationaux et cités dans le dossier de surfacturation de forage. Diane Bonga nous fait le point. Au cours d'une plénière prévue à 12 h et qui a débuté à l'heure, le président de l'Assemblée nationale a imprimé la rigueur et les sérieux qui devront désormais caractériser la conduite de travaux parlementaires. Cette rigueur devra se caractériser selon lui par la ponctualité des députés nationaux aux plénières parce que, rappelle-t-il, le pays est en danger. Dans un réquisitoire datant du 27 avril, les procureurs généraux près la Cour de cassation Firmin Vondé avait adressé une demande au bureau de l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation d'instruire à charge du ministre de Finances Nicolas Kazadi et son collègue du développement rural François Roubota. Les deux membres du gouvernement sortant, siégeant actuellement comme députés, sont soupçonnés de détournement de fonds publics. Cette requête faisant suite à des soupçons de surfacturation en lien avec un contrat d'installation de forage et des constructions de stations de traitement d'eau à travers le pays. Le bureau provisoire n'ayant pas la mission de traiter ces genres de dossiers, il l'a légué au bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le torche en brûle. Élu le 21 avril 2024 et à peine installé à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbouta est déjà sur la sellette. Plusieurs députés provinciaux sont déçus de la manière dont le bureau est dirigé. Les plénières s'étiennent presque plus et rarement et la police de débat n'est pas équitable. Commentaire. Ils ont envie de travailler pour remettre la ville de Kinshasa sur l'orbite. Les députés se plaignent du fait que les plénières ne se tiennent plus. Et rarement quand elles se tiennent, la police des débats n'est pas bien assurée. Certains élus n'hésitent pas
a qualifié leur président d'incompétent. Déçus de la manière dont l'Assemblée provinciale de Kinshasa est gérée, les élus regrettent le vote au profit de Mbuta Levi à la place de Jésus Noël Cheke. Le bureau ne les remet pas en condition de travailler pour le quinois alors que les priorités sont nombreuses. Plus radicaux, un autre groupe de cette dynamique explore une motion de défiance contre leur président. Surréaliste que la dynamique qui a porté Levi Mbuta à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa puisse s'étioler aussi rapidement. Arriver au pouvoir est une chose, les conserver est une autre. Avant que la crise ne s'installe et ne s'amplifie, il faut que le président Levi Mbuta fasse preuve de sagesse et d'écoute, prévient un élu de Kinshasa. Pour justifier notamment la non-tenue de plénière et des travaux en commission, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa évoque le problème financier. Pour rappel, Levi Mbuta a été élu le 21 avril 2024 président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa face à Jésus Noël Cheke, 23 voix contre 20. Pasteur de son État, il est membre du regroupement 4AC de Peter Kazadi et Eliezer Tambwe. Plusieurs députés provinciaux se disent déçus de la façon dont le président est en train de gérer cette institution et menacent de lancer une motion de défiance. Et à Kinshasa, l'insécurité se porte bien. Meurtre de Stéphane Patamao, âgé d'une quarantaine d'années, par des criminels non encore identifiés. L'incident a eu lieu la nuit du jeudi 23 mai 2024 dans la résidence familiale de la victime au camp des enseignants, quartier 4, commune de Ndjili. Aucune autorité n'a jamais effectué une descente sur le lieu du drame, déplore la famille de la victime. Le corps est gardé à la morgue de l'hôpital général de référence de Ndjili au quartier 7. Jocelyne Massiala a fait ce reportage. La nuit du jeudi 23 mai 2024 a été un véritable cauchemar pour la famille de M. Patamao Stéphane lorsque des hommes munis d'armes à feu et d'armes blanches ont fait incursion dans la résidence de la famille de la victime et ont tiré sur M. Stéphane alors qu'il voulait s'assurer de l'identité de ces inconnus dans leur parcelle. Aussi, pour sauver son jeune frère, pour chasser et par ces criminels. Les criminels ont fait incursion chez nous vers 2 h du matin. J'étais sorti de la maison pour fermer le portail qui était ouvert et les criminels m'ont aperçu. Je fais demi-tour dans la maison. Mon frère, ignorant la présence des criminels dans la parcelle, était aussi sorti. Il s'est déplacé moyennant un bâton à cause de son état de santé. Les criminels l'ayant vu, ils ont cru qu'il venait pour le menacer. Ils ont tiré sur lui au niveau de ses parties intimes. Bien avant cette incursion dans la résidence de la famille Pata, ces assaillants avaient commencé par opérer dans la parcelle voisine. Ils ont menacé de les tuer. Heureusement, ils ont emporté du bien, des grosses sommes d'argent. Chez nous, ces criminels se sont présentés comme les agents de la police criminelle vers 1h45 à la fermeture de la chambre. Ceux qui étaient de l'autre côté ont forcé la porte. Ils m'ont braqué une arme, me menaçant de leur donner de l'argent. Je les ai dit que je suis un simple enseignant, je suis pauvre. Ma femme leur a demandé de prendre tout ce qu'ils trouvent utile dans la maison. Ils ont pris les téléphones et l'argent. Les comblés qu'aucun représentant de l'État, loin encore les bourgmestres de la commune d'Ndjili, ne s'est rendu sur le lieu une semaine après le drame. Alors c'est un cas de meurtre. La famille de la victime ainsi que les habitants du quartier se sont organisés à leur propre niveau pour transporter les corps à la morgue de l'hôpital général de référence de Ndjili. C'est compliqué, mais tout dépend. Désolé pour ce qui se passe dans notre pays, que le gouvernement puisse mettre fin à l'insécurité, surtout quand il y a mort d'homme. La police n'arrête que le jeune couple innocent aux heures paisibles de la soirée, soit vers 20 h. Les habitants de ce coin de la capitale s'est dit abandonnés à leur triste sort à ce qui concerne leur sécurité, aux autorités de prouver le contraire.
Parlons culture à présent, initialement prévu pour ce samedi 1er juin 2024 à Adidas Arena. Le méga concert de Félix Wazekwa est reporté au 14 décembre prochain. D'après l'artiste musicien congolais, ce report est dû au refus de visa à plusieurs membres de son groupe musical Cultura Pays Viningali Junior. C'est avec regret que je vous annonce les reports de ces concerts. Prévu ce samedi 1er juin 2024 à l'Adidas Arena, les concerts spectaculaires de Félix Wazekwa est reporté au 14 décembre prochain. À en croire cet artiste musicien congolais, cette modification du programme est due au refus des visas à plusieurs membres de son groupe musical Cultura Pays. Celui qu'on appelle affectueusement Mokuwa Bongo a indiqué que 5 membres seulement de son orchestre ont pu obtenir des visas pour la France. À la fin de cette année, Félix Wazekwa va finalement relever les défis de cette nouvelle salle européenne et pourrait devenir le deuxième chanteur congolais à y avoir presté après le double concert de Ferregola déroulé les samedis 20 et les dimanches 21 avril dernier. Construite dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l'Adidas Arena promeut les valeurs d'inclusivité, de création, d'hybridation. Ces lieux sera le vecteur de transformation de tout un quartier et portera haut les couleurs de l'art et vivre urbain. Et pour finir, en Afrique du Sud, les dépouillements de bulletins a débuté au soir de législative de mercredi 29 mai 2024. Le bureau de vote ont fermé pour la plupart à 19h, heure locale. Le Sud-Africain a voté pour une élection considérée comme la plus importante du pays depuis la fin de l'apartheid. Un scrutin sur fond de deux amours pour l'ANC, le parti au pouvoir depuis 1994. Suivez. L'élection s'est déroulée sur une seule journée et les bureaux de vote ont fermé après 14 heures de scrutin dans plus de 23 000 bureaux répartis dans les 9 provinces d'Afrique du Sud. Plus de 27 millions de personnes étaient inscrites sur les listes électorales pour les élections de cette année. Les taux de participation est de 66%, déjà mieux que le scrutin de 2019, selon la commission électorale indépendante. Les autorités s'y procèdent au dépouillement, mais les résultats définitifs ne sont pas attendus avant plusieurs jours. La commission électorale indépendante qui gère les élections a déclaré qu'il serait annoncé d'ici dimanche. L'enjeu est la domination pendant 3 décennies du Parti du Congrès national africain qui a permis à l'Afrique du Sud de sortir du régime brutal de la minorité blanche de l'apartheid et d'accéder à la démocratie en 1994. Le parti est aujourd'hui la cible d'une nouvelle génération de mécontents dans ces pays de 70 millions d'habitants dont on estime que la moitié vit dans la pauvreté. Après avoir remporté 6 élections nationales successives, plusieurs sondages d'opinion ont évalué le soutien de l'ANC à moins de 50% avant ces scrutins, ce qui représente une chute sans précédent. L'ANC pourrait perdre sa majorité au Parlement pour la première fois, même si l'on s'attend à ce qu'il conserve le plus grand nombre de sièges. Voilà, c'est ces commentaires de Diane Bonga qui met un terme à cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Après avoir été annulé par les conseils d'État, c'est finalement le 7 juin 2024 que l'élection du gouverneur et son adjoint sera organisée au Congo central. C'est ce que l'on peut retenir du communiqué rendu public le mercredi 29 mai dans la soirée par la CENI. La centrale électorale invite les députés provinciaux, les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs à s'y préparer pour une compétition électorale apaisée, transparente, juste et crédible. Pour la toute première plénière conduite par Vital Kamerhe, l'Assemblée nationale a décidé le mercredi 29 mai de la mise en place d'une commission devant statuer sur les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation, sollicitant l'ouverture d'une instruction contre Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances et député national, ainsi que François Roubota, ancien ministre du Développement rural, cité dans les dossiers de surfacturation et lampadaires et forage.
Après une journée de vote pour les législatives à haut risque pour l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud, le dépouillement a commencé mercredi soir dans la majorité du pays. La commission électorale s'attend à une participation bien supérieure à celle des dernières législatives en 2019, qui était de 66%. Le résultat définitif ne sont pas attendus avant le week-end. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Suivez, vous retrouverez demain Jocelyne Massiala pour la grande édition. Bonsoir.